On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine, à l'émission, James Langlois nous dit toute la vérité, juste la vérité sur Pinocchio. Sarah-Christine Bourriane lève le voile sur les peintures rupestres de Lascaux. Et Jean-Philippe Marceau fait un inventaire des technos dans la Bible. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant en compagnie du très honnête James Langlois. Bonjour James. Salut Antoine. Est-ce que le nez va te rallonger aujourd'hui ou tu vas juste nous dire des choses vraies? Je vais essayer. D'abord, j'ai pas inventé grand-chose. Là. Une bonne partie de ce que je vais dire a déjà été dit par Jordan Peterson dans ses conférences. Ah, pour vrai? Dans ses cours. Donc, tu nous parles de Pinocchio. Je vous parle de Pinocchio, qui vient d'avoir une nouvelle mouture là, de chez Disney. Je me suis dit que ça va être une bonne occasion pour aller un peu plus loin dans l'analyse de ce qu'on pense être cette histoire. J'ai extrêmement hâte de t'entendre. Ça va être en tout début d'émission. On a la joie aussi de recevoir cette semaine notre journaliste Sarah-Christine Bourriane. Salut Sarah-Christine. Allô. Allô. T'as voyagé cet été. Eh oui, je suis allée de l'autre côté de l'océan, en France. Et qu'est-ce que tu as vu? Plusieurs choses. Mais j'ai vu des lieux anciens et un encore plus ancien parmi tous les lieux anciens, qui est les grottes de Lascaux. Ah ouais. Et là, tu vas nous raconter ce qu'il y a là-dedans. Il y a tout un mystère, il y a plein de questions. Oui, c'est ça. Plus de questions que de réponses, okay. Mais ça porte à l'émerveillement. Ah, ben c'est déjà pas mal. Ouais. Ça sera un peu plus tard tout à l'heure dans l'émission. Merci d'être avec nous. Et Jean-Philippe, bonjour. Salut, content de vous revoir. Très heureux. T'as passé un bel été? Ben oui, merci beaucoup. Ouais, c'est la première fois qu'on se voit depuis le retour des vacances. Alors, Jean-Philippe, fidèle à tes habitudes, tu nous surprends avec un sujet franchement étonnant. Moi, j'avais très, très hâte à l'émission d'aujourd'hui parce que tu nous parles des technologies, mais sous un rapport assez intéressant, assez étonnant. Exact. Ben, l'histoire de la technologie dans la Bible, puis qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça. Travailler dans le domaine de la technologie, moi-même, c'est quelque chose qui m'intéresse pour des raisons assez pratiques. Puis j'ai pas entendu beaucoup de monde, que ce soit dans le milieu de la technologie ou dans le milieu chrétien, de faire la connexion. Pourtant, il y en a une vraiment, puis qui est assez intéressante. Fait que je vais essayer de vous expliquer ça aujourd'hui. Je trépigne, je meurs d'envie de t'entendre. Ça va être en fin d'émission. Oui. Ça fait longtemps qu'on a eu des messages, des commentaires là, des auditeurs d'On n'est pas du monde. Là, je veux leur rappeler que c'est possible de nous écrire à onpdm@le-verbe.com ou sinon sur la messagerie de nos réseaux sociaux, en commentaire sur YouTube. Ça fait toujours du bien de vous lire, d'avoir un peu vos réactions suite à nos chroniques en espérant qu'elles vous plaisent. Ceux qui nous connaissent ou qui nous découvrent plutôt pour la première fois, On n'est pas du monde, c'est produit par la gang du Verbe Média. On produit aussi un magazine, on a un site web. On peut s'abonner à nos contenus là, en allant sur leverbe.com. Il y a des abonnements à nos contenus papier. Tout ça est gratuit. La plateforme Disney+ a mis en ligne ce mois-ci la plus récente version du célèbre conte italien Pinocchio. Ne reculant devant aucun défi, James Langlois a visionné le film sur la plus connue des marionnettes. Salut James. Allô Antoine. James, ce nouveau Pinocchio, là, c'est une histoire pour enfants ou pour grands enfants comme toi et moi, ou pour les deux? Ben, un peu les deux, mais personnellement, je trouve que le dernier Pinocchio, ben, le nouveau là, dont on parle en début d'émission, est assez mauvais. En fait, comparativement à ce qu'est le Pinocchio de 1940 de Disney, puis encore plus en comparé du livre original Les Aventures de Pinocchio, là, qui a été publié par un Italien là, en 1800... Fin 19e siècle. C'est ça, là, Carlo Collodi. Donc, voilà, moi, j'ai écouté dans les dernières semaines là, le Pinocchio de 1940 avant d'écouter
la nouvelle mouture, puis honnêtement, ouais, j'ai été très déçu. OK, tu as fait un travail journalistique approfondi quand même. Ben quand même, ouais, j'essaie. Est-ce que tu as regardé ça avec tes enfants ou seul en pleurant dans ta chambre? Non, seul. Ouais. J'ai pas pleuré, par exemple. Non, mais il y a de quoi pleurer quand même. Non, mais voilà, c'est un drame, là, ce qui se passe. Là. C'est un drame, puis de fait, je trouve que le tout dernier de Disney ne nous le rend pas assez. Mais celui de 1940, je pense que c'est lui qui conserve toute sa substance, en fait, parce que... Et c'est d'ailleurs celui sur lequel se base le psychologue Jordan Peterson pour faire son analyse jungienne de l'œuvre. Je dis jungien par rapport au célèbre psychologue là, Carl Jung, là, sur lequel lui-même s'appuie en parlant de Jordan Peterson. Mais voilà, donc Pinocchio, hein, souvent on fait un peu cette idée d'une histoire, bref, qui est un peu une morale à ne pas... une invitation à ne pas mentir. Là, sinon, ton nez rallonge. C'est ça, mais on bref... réduit ça à quelque chose d'assez banal. Oui, puis à moi, mon souvenir, c'était vraiment plus important que ça dans le film de 1940, mais quand on regarde, ça vient juste une fois, là, il me semble, dans le film, donc ça prend vraiment pas toute la place. Et en fait, le Pinocchio, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment un récit, pour reprendre le terme jungien, là, archétypal, à la fois psychologique, politique et même spirituel. Qu'est-ce qu'on entend par archétypal? Ben, c'est un mot un peu technique, mais bref, je vais le résumer dans mes mots, mais ce que ça veut dire, c'est que c'est une histoire qui contient un peu des références ou des images, un peu je dirais des images mentales un peu dans notre inconscient collectif qui traversent l'ensemble des récits ou des cultures ou qui habitent un peu nos structures mentales propres. Là. Qui révèlent des traits qu'on a tous, ou en tout cas qui révèlent quelque chose de très profond sur la condition humaine. Finalement. Exactement. Puis, donc, mais ça, c'est venu à la base. Hein, puis souvent, ce qui est intéressant, c'est que les artistes transportent comme ça dans leurs œuvres des archétypes, mais souvent, ils ne se rendent même pas compte. Puis je pense que c'est le cas, entre autres, de Carlo Collodi, qui était l'Italien, le Toscan, là, à l'origine de cette histoire de Pinocchio. Qui n'était pas un philosophe, ni un idéologue. Ou, pas du tout, mais c'était sans doute un catholique, comme la plupart des Italiens, en tout cas, ou du moins de culture à l'époque. Puis, de fait, il y a beaucoup de références chrétiennes dans son œuvre. On n'a qu'à penser à le fait que Pinocchio quitte son père pour revenir ensuite, après avoir vécu un peu une vie de corrompu, ben, il y a quelque chose qui rappelle le fils prodigue. Mais bon, je vais peut-être revenir plus tard sur certains de ces faits-là. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est, je vous disais d'entrée de jeu, c'est que Pinocchio, l'œuvre originale italienne est vraiment beaucoup plus trash que celui... Même le Pinocchio de Disney, certains vont dire que le Pinocchio de Disney, c'est celui qui est le plus sombre dans les films de Disney. Celui de 1940, là? Exact. Comparé à Bambi. Ben, Bambi, il y a des bouts durs. Oui, quand même, mais tu sais, c'est ça. Mais c'est quand même une œuvre sombre, mais celui de Carlo Collodi, là, je veux dire, Jiminy Cricket, là, dans les premiers chapitres, il se fait tuer par Pinocchio, puis Pinocchio se fait pendre plus tard, puis c'est vraiment, vraiment difficile. Là. Je pense qu'on n'était pas du tout dans la même époque un peu surprotectrice ou hygiéniste là, que celle d'aujourd'hui. C'est pas un beau petit conte tout propre. Là. Non. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, cet été, je suis allé en Italie, puis là, j'ai remarqué, ce qui m'intéressait aussi à Pinocchio, c'est que pour eux, le Pinocchio, c'est vraiment, c'est leur petit prince. Hein. Autant les Français, c'est le petit prince, puis moi, j'aime beaucoup le petit prince. Et je pense que c'est une œuvre qui parle autant aux enfants qu'aux adultes, avec des vérités profondes. Mais le Pinocchio, ça m'a marqué, j'avais envie d'en savoir plus, parce que de fait, je pense que c'est un récit qui en comptait davantage encore. On parle d'une œuvre, là, celle de Carlo Collodi, qui a été traduite dans plus de 260 langues partout dans le monde. Puis en Italie, ceux qui nous écoutent sur YouTube en vidéo, regardez, je vous ai ramené un petit Pinocchio d'Italie. Eux, ils vendent ça partout. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une œuvre très populaire. Alors, James, il y a des éléments dans cette histoire-là. Là, on va rentrer un peu plus dans le conte lui-même. Là. Il y a des éléments dans cette histoire de Pinocchio qui nous révèlent des choses, on le disait un peu plus tôt, sur la condition humaine. Allons-y, là, décortiquons l'œuvre morceau par morceau. Ben c'est ça, je vais essayer d'y aller rapidement. Là, mais donc, l'histoire commence, hein, comme toute bonne histoire, selon les termes de Jordan Peterson, dans un état d'ordre général, c'est-à-dire qu'il y a une situation initiale où, voilà, il y a Geppetto qui construit... qui fait son Pinocchio en bois, hein, Pinocchio qui même veut dire en italien le pignon de pain ou quelque chose comme ça. Puis dans l'œuvre originale, le Pinocchio il était fait dans un bois qui était à brûler. C'était pas un bois noble du tout. Et puis là, donc dans cette situation initiale, évidemment, il y a Geppetto qui fait son vœu. Et là, arrive cette fée bleue qui est un peu un élément de l'inconnu, hein, qu'on ne sait pas trop qui sort d'où, et qui arrive et qui répond au vœu de Geppetto d'avoir un enfant, un fils, et qui va
va animer cette marionnette-là et qui va dire à Pinocchio, si tu me montres que tu peux être brave, loyal, toujours franc et obéissant, tu deviendras un vrai petit garçon. Il y a une route droite ou mauvaise. Et donc, d'ailleurs, dans le nouveau Pinocchio, là, ils vont pas retenir obéissant, là, ils vont mettre digne de confiance ou des affaires un peu plus lousses. Là. Mais ça, c'est intéressant parce que ça donne un peu le ton de tout le reste. Hein? C'est-à-dire qu'il y a vraiment une route qui est à suivre. Et d'ailleurs, c'est là où elle va nommer Jiminy Cricket la voix de la conscience. Jiminy Cricket va devenir la conscience de Pinocchio. Et vous remarquerez que les initiales de Jiminy Cricket, JC, c'est comme Jésus-Christ. Hein? Et puis, donc... pourquoi? Simple coïncidence? Non, il n'y en a pas. Puis, Pinocchio, c'est une marionnette, donc il y a un peu le fait que, Geppetto, c'est un bon père, il représente un peu l'ordre, comme je le disais, représente Dieu d'une certaine manière aussi, la tradition, la famille, les origines. Et Pinocchio est une marionnette, donc ça veut dire que c'est pas lui qui tire les ficelles de sa vie, c'est pas lui qui est pas autonome encore. Et donc là, c'est comme si la fée lui disait, si tu veux devenir un être humain accompli, tu vas devoir risquer, tu vas devoir sortir de cette vie-là pour te confronter au monde. C'est intéressant. Donc, dans la version Disney, là, à un moment donné, Pinocchio se réveille le lendemain, puis là, il est envoyé à l'école. Et dans la version de 1940, dans la nouvelle version, ce que je trouve intéressant quand même, c'est qu'ils montrent que Pinocchio passe beaucoup de temps à la maison avec son père avant d'être envoyé à l'école. Donc, il mène vraiment une vie de confort auprès de son père, etc. Et puis donc, le lendemain, c'est le départ vers... le lendemain, dans la version 1940, c'est le départ vers le monde. Il y a une nécessité du risque d'être envoyé. La coupure. Aussi d'être naïf dans un monde où nécessairement il va y avoir des tentations. Pinocchio est mis au fait de ça. Et puis, il va devoir s'instruire, il va devoir instruire sa conscience. C'est intéressant de voir qu'il y a ce dialogue entre Pinocchio et sa conscience. Autant ça montre que dans la vie, autant nous, on doit cultiver notre conscience, mais donc la conscience... autant que notre personne a besoin d'être formée. Et puis, c'est dans ce dialogue-là avec sa conscience que Pinocchio, petit à petit, et avec Jiminy Cricket, ils vont apprendre, eux, à discerner le bien du mal, même si Jiminy Cricket a quand même une longueur d'avance sur lui à bien des égards. Mais c'est intéressant, le matin où il part à l'école, Jiminy Cricket dort encore. Donc, c'est comme s'il disait, la conscience dort encore le premier jour où lui part dans le monde. Et puis, donc, c'est en route vers l'école que Pinocchio va être intercepté par le renard et le chat qui vont le convaincre de finalement laisse faire l'école, va au spectacle de marionnettes, tu vas devenir une star, tu vas avoir la gloire, etc. Et c'est cette première tentation de la gloire finalement à laquelle Pinocchio goûte, à laquelle Pinocchio doit se confronter. C'est de ne pas penser aux tentations que Christ vit dans le désert. Hein? On lui présente les royaumes de la terre, le pinacle du temple, hein, tout ça. Il y a certaines ressemblances. Moi, je suis sûr que oui. Et là, donc, évidemment, c'est là où il va être confronté. Il va se rendre compte qu'il n'y a pas... Toutes les personnes dans le monde qu'il rencontre sont représentées comme mauvaises. Puis ça, c'est toujours dans la version 1940, parce que dans la nouvelle version, c'est autre chose. Puis il va se rendre compte que c'est ça, toutes les personnes sont mauvaises, que le Stromboli, qui est dans qui est le maître du théâtre, va essayer de l'emprisonner, de profiter de lui pour faire de l'argent, etc. Et donc, c'est là où il va commencer à expérimenter son mensonge parce qu'il n'ose pas admettre qu'il était corrompu. Et voilà, il va avancer comme ça. Deuxième tentation, il essaie une fois de revenir vers son père après sa journée, mais oups, encore intercepté. Et là, il est emmené sur l'île des plaisirs. Et c'est intéressant parce que celui qui a l'idée d'influencer le renard et le chat pour qu'il capture à nouveau Pinocchio pour l'emmener sur l'île des plaisirs, c'est une espèce de cocher qu'on voit qui est vraiment maléfique. Là. C'est vraiment une incarnation de Satan. Et d'ailleurs, Pinocchio va se rendre sur l'île des plaisirs. Le plaisir, c'est mal, c'est ça que ça veut dire? Non, mais c'est toute une question d'ordre. C'est tout ça qui est évoqué parce que, oui, il y a le plaisir, mais c'est le plaisir qui est comme une fin en soi, qui est vraiment l'aboutissement de toute une vie. Donc, on voit Pinocchio qui commence à goûter à ça. On voit que son cœur s'endurcit. Et là, il y a des évocations dans le film. C'est très beau. À un moment donné, ils se mettent... On voit les enfants. Les enfants peuvent
faire ce qu'ils veulent là, sur cette île-là. On les voit commencer à détruire une maison qui représente bien soit une église ou une espèce de... En tout cas, quelque chose d'une œuvre occidentale, certainement. Donc, on voit même une Mona Lisa être en train de se faire détruire. Donc, c'est le plaisir sans fin qui mène rapidement à la barbarie. Donc, l'habitude dans le vice qui amène à une société décadente et qui détruit à la fois la culture, qui détruit la religion, ou tout ce qui est organisé par une société, une civilisation, finalement. Et donc, tout de suite après cette île des plaisirs, Pinocchio doit se sauver parce que là, tout le monde se transforme en âne sur cette île-là. Il y a des espèces de forces maléfiques noires qui arrivent la nuit et là, on peut le deviner, qui représentent un peu des démons. Hein. Puis là, donc, Pinocchio doit sauter dans l'eau. On sait, l'eau, ça représente vraiment l'inconnu. Donc là, c'est une nouvelle étape. Donc, il vit Pinocchio, ce cheminement de quitter son père, commencer à essayer de devenir autonome, et il y a une forme de régression. Jordan Peterson le dit, il y a comme deux voies pathologiques à l'inverse de la maturité, là. C'est-à-dire développer une fausse version de soi-même à travers l'image, donc la célébrité, la quête, c'est ça, de la gloire, ou bien de rester faible et malade dans la fuite, dans ses propres problèmes de dépendance. On pourrait penser à l'alcool, au jeu, etc. Donc là, Pinocchio passe à une nouvelle étape parce que là, il descend dans l'inconnu, il retourne chez son père et comme je le disais, le père, c'est l'ordre. Donc là, il retourne vers l'ordre pour essayer de se reconnecter à ses traditions, à Dieu d'une certaine manière, à sa famille. C'est le fils prodigue qui revient, mais là, son père n'est plus là. On ne sait pas pourquoi dans le Pinocchio 1940, c'est assez drôle. Hein? On sait que son père est parti le chercher, mais là, tout d'un coup, on apprend que Geppetto est rendu dans la bouche d'une baleine, dans la mer. Mais juste avant, Pinocchio, alors qu'il a perdu tous ses repères, il y a une colombe qui vient du ciel, d'une étoile bleue, et qui lui donne un message qui lui apprend que son père est rendu là. Donc, ce que ça nous dit, Jordan Peterson dit, lorsque tous nos repères, tous nos repères institutionnels ou de culture sont perdus, il reste toujours un peu l'intuition, on pourrait même dire l'Esprit Saint qui arrive et qui vient nous guider à aller plus loin, à descendre plus loin dans la mort, dans la découverte de l'inconnu. Et c'est là où Pinocchio non seulement descend dans l'eau, mais dans la partie la plus monstrueuse et la plus ténébreuse de l'eau, c'est dans la bouche de la baleine Monstro que Pinocchio cherche Monstro. Il demande aux personnes dans la mer, aux autres poissons, tout ça, puis tout le monde se sauve. Donc là, il réussit à aller sauver son père qui est pris là, et Pinocchio finit par le ramener. Donc, Pinocchio, c'est vraiment un héros parce qu'il réussit à dépasser tous ces stades de régression et acquérir ce niveau de maturité suffisant qui l'amène justement à se réconcilier avec son histoire, à dépasser son égoïsme pour arriver finalement à retourner chez lui, à faire œuvre de bravoure, de loyauté. Bon, de franchise, il n'a pas toujours été franc, mais c'est là où Jordan Peterson dit aussi la fée bleue est un peu une représentation de la Vierge Marie. Hein, que, oui, il y a Dieu le Père, mais il y a Marie qui est comme la figure miséricordieuse de tout ça, qui va pardonner, qui va guider, parce qu'à plusieurs reprises dans l'histoire de Disney 1940, elle vient sauver Pinocchio de ses malheurs. Pour lui donner une autre chance. Une autre chance. Ouais. Donc, voilà, Pinocchio incarne le chemin qu'on doit faire là, pour passer d'une marionnette à une personne libre qui accomplit sa nature, un adulte mature, la meilleure version de soi-même, puis j'oserais même dire un saint. Alors, Saint Pinocchio, priez pour nous. Ouais, ça... C'est vraiment bon, James. Merci beaucoup. Wow. Ça donne envie d'écouter Pinocchio, non pas le dernier, là, selon tes commentaires, mais plutôt ouais, certainement celui de 1940 et encore plus aller voir le conte original du 19e siècle là, qui est écrit par Carlo Collodi. Merci, James Langlois. De rien. Restez avec nous. Après la pause musicale, Sarah Christine perce les mystères des grottes de Lascaux. Je sais mieux que personne.
Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre « J'entends tout ce qui joue dans ta tête ». C'est la nouvelle pièce de Daniel Bélanger. Les peintures rupestres qu'on retrouve dans les grottes de Lascaux en France sont entourées d'un épais voile de mystère. Que représentent ces œuvres ayant traversé les millénaires? Sarah-Christine Bourriane a visité le lieu mythique cet été et nous apporte quelques réponses. Sarah-Christine, bonjour. Allô? Ça doit être impressionnant de fouler ce lieu. Oui, plus que je pensais. En fait, mon mari et moi, on se faisait la réflexion que ce qu'on s'imaginait de Lascaux ou des grottes d'art rupestre en général, on imagine comme une image de taureau sur une paroi, puis que ça s'arrête là. Mais là, comme d'entrer vraiment dans le lieu physique, non seulement c'est comme vraiment magistral, là, il y en a comme au-dessus de 600 qui sont représentés. Puis, ils nous présentent ça un petit peu comme la chapelle Sixtine. Là. C'est comme de la préhistoire. Oui, c'est ça, de la préhistoire. Mais quand même, bon, c'est peut-être un petit peu pour attiser là, le sentiment. C'est du marketing. Oui, c'est ça. Mais quand même, c'est... moi, j'étais déjà impressionnée en France d'arriver dans des églises, comme on dit, du 11e siècle. Puis tout est tellement ancien par rapport à notre culture du Québec. Mais là, ça, t'arrives, puis c'est comme ça date de 18 000 ans. Là. Donc, c'est à une autre échelle... juste en termes de temporalité, là, on est tellement habitué à la culture du périssable puis de l'instantanéité. Ça force à l'humilité. Tu te retrouves devant quelque chose justement tellement qui te replace, toi, dans une histoire beaucoup plus grande, plus longue. Vraiment. Là, tous nos petits soucis du 21e siècle. J'ai plus de piles dans mon cellulaire. Non, mais exact. Là, c'est comme si t'es face à... on replonge dans les origines, Puis c'est l'homo sapiens aussi, là, donc on peut savoir que cet homme-là pensait comme nous. Donc c'est notre bro, c'est notre frère. Oui, exact. On me fait des signes. Sarah-Christine, alors tu as visité Lascaux, tu as eu le plaisir là, de visiter ce lieu où on retrouve, tu disais, jusqu'à 600 œuvres rupestres. Qu'est-ce que ça veut dire, rupestre? C'est sur les parois rocheuses. Donc, je pense que c'est ça l'étymologie. C'est ça, sur les parois. Puis, c'est ça, c'est dans une grotte. On entre vraiment sous terre, là. Donc, puis sinon, il faudrait que je dise aussi que, par exemple, c'est pas la vraie grotte, dans le fond. C'était ça, la petite déception, là. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est que, dans le fond, la vraie grotte était comme pas... plus accessible parce qu'elle a été découverte dans les années 1940. Puis il y avait comme un engouement, plein de touristes qui venaient. Puis à un moment donné, la respiration, la chaleur, ça a créé des maladies sur la roche, là, comme maladie blanche, maladie verte, c'est le dioxyde de carbone. Donc la vraie grotte est vraiment fermée. Puis il y a juste comme peut-être une trentaine de scientifiques qui peuvent y aller à chaque année. Donc c'est une reproduction, mais c'est au 16e de millimètre près. Donc quand t'entres, tu vois vraiment comme si t'étais dans la vraie grotte, puis c'est le même lieu physique, mais c'est vrai qu'il y a une petite déception. On n'y va pas non plus. Donc. Quelle supercherie! Oui. Là, mon univers s'effondre. Ah non, la chronique vient de tomber à plat. Non, mais c'est comme aller à la cathédrale à Montréal. C'est quand même beau, même si c'est une reproduction de Saint-Pierre de Rome. James, t'allais dire quoi? J'allais dire, c'est drôle là, ce qu'elle dit, Sarah. Moi, ça me fait prendre conscience. Souvent, dans les dessins animés, on s'imagine que les grottes de la préhistoire, c'est comme, c'est au même niveau que la Terre. Là, genre, ils marchent, puis là, tout d'un coup, tu rentres dans une grotte. Mais là, elle dit qu'il faut vraiment descendre. Oui. Puis il y a même des salles. En fait, quand on est dans la grotte, il y a plusieurs salles. Là. En tout cas, je pense pas qu'ils définissent ça comme ça. La salle de lavage. Là. La salle B12. Bon, c'est ça. Donc, t'entres, t'as comme une salle, par exemple, qui s'appelle la nef, une autre que c'est comme un puits, en fait. Qui, je pense que là, c'est peut-être pas représenté de cette manière-là, mais c'était 6 mètres sous terre. Donc, c'est des lieux qui sont pas facilement accessibles. Puis là, ce qu'on appelle les hommes des cavernes ne vivaient pas dans les cavernes. C'était un lieu où c'était pas leur lieu d'habitat principal. OK. Fait qu'ils allaient là juste pour on pense que c'était dessiner. comme... que c'était... On voit pas des artefacts de la vie quotidienne. On n'a pas trouvé. Donc, pas de casserole, rien. Non, mais c'est ça. Il n'y a aucun signe qu'ils cuisinaient là, qu'ils couchaient là. Non, je pense que c'est des lieux hostiles et il y a des animaux qui y vivent. C'est humide. Des araignées. C'est dégueulasse. Oui, c'est ça. C'est pas très... donc, on moi, je n'irais pas là. Non, en effet. Donc c'est alors, ça. Qu'est-ce que tu as vu dans la fausse grotte de Lascaux? Pardon. C'est épouvantable.
T'aurais mais pas en dû même le temps, dire. c'est pour le travail scientifique quand Ouais, même. Si bien on veut que sûr. ça soit préservé, on veut pas qu'il y ait une genre de couche verte sur les peintures. Mais ce que j'ai vu, ben, c'est principalement des animaux, en fait. Ouais. Mais c'est pas nécessairement les animaux qui chassaient. Ces hommes-là, on nous disait, c'est ça, qui vivent dans un climat assez rude, là, parce que c'est la dernière glaciation. Donc, c'est comme au Québec, un peu. En fait, ouais, c'est comme un peu la Laponie. Il y avait beaucoup de rennes. Il faisait à peu près une température de 15 degrés l'été jusqu'à moins 20 l'hiver. Donc, c'est comme un climat quand même très difficile. Puis, dans le fond, eux, ils chassaient, c'est ça, le renne. Ils utilisaient tout du renne pour se vêtir, pour les ossements, tout ça. Puis, on voit beaucoup dans le fond, d'aurochs, qui est comme le taureau de l'époque, de cerfs, de chevaux. OK. Puis, mettons, quand on entre dans la grotte, il y a comme une genre de licorne, en fait. Donc, qui montre déjà que c'était pas... qui avait comme déjà la pensée symbolique. On voulait pas nécessairement tout représenter dans le moindre détail de ce qu'on voyait, mais il y a des éléments qui nous montrent qu'il y a une pensée, c'est ça, symbolique déjà à l'œuvre Alors, à l'époque. c'était pas une représentation fidèle nécessairement qui était recherchée, mais plutôt une évocation. Des fois même, il y avait une créativité qui était en jeu. Oui, puis il y a l'auteur Mircea Eliade. Je pense que je le dis pas bien, mais c'est un auteur roumain en sciences des religions. Puis lui, il va dire qu'il y avait... pourquoi on parle de pensée symbolique, c'est qu'il y avait différents pans de la vie, comme la sexualité, la mort... les saisons qui étaient représentées. Donc, dans le fond, c'est comme... C'est pas des... Les grottes nous racontent des histoires, mais font référence à quelque chose de plus universel, puis à des systèmes. Ben, après ça, là, c'est toute une question d'interprétation, parce que dans ce domaine-là, c'est dur de... Qu'est-ce qu'ils disent les scientifiques, Sarah Christine? Est-ce que ça nous donne des indices que l'homme de Cro-Magnon, là, où l'homme à cette époque-là était spirituel, il y avait une vie spirituelle? Est-ce que ça nous indique quelque chose à ce niveau-là? Ou... Ben, il y a beaucoup de chercheurs qui vont dans ce sens-là. On peut pas... Moi, j'ai été déçue parce que quand je faisais ma visite, on m'avait un petit peu présenté ça comme... c'est comme le temple des hommes préhistoriques qui se retrouvaient là. On beurrait épais, là. Ouais, ben, il y avait des guides qui allaient dans ce sens-là. Après ça, quand j'essaie de lire là-dessus, là, je vois que c'est comme des séries de discussions et de querelles entre paléanthropologues, préhistoriens. Donc... on peut pas, étant donné qu'il n'y avait pas l'écriture, bon, c'est avant l'histoire, donc c'est la préhistoire, on peut pas avoir le contenu, l'horizon de pensée. Si tu trouves des outils, des os, tu peux pas dégager le contenu des croyances de ces hommes-là. Donc ça, c'est sûr que ça va rester une énigme. Mais il y a des choses qui vont pointer en ce sens-là. Il y en a qui vont recouper, comme Mircea Eliade fait, avec comment les peuples chasseurs-cueilleurs pensent. Donc, c'est sûr qu'eux aussi ont évolué, mais quand même, il y a quelque chose de commun peut-être dans le type de croyance des chasseurs-cueilleurs. Mais je pense que c'est assez avéré que les êtres humains de cette époque-là, déjà, pratiquaient une forme de rite funéraire. Hein? Fait que c'est ce qui faisait dire que déjà, il y avait cette forme de spiritualité, en tout cas de respect pour la mort, pour le... Ouais, ben oui, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est qu'à cette époque-là, déjà, la maîtrise du feu, la domestication du feu, ça fait longtemps que c'est établi, là. Je pense que c'est 400 000 ans. Homo sapiens, comme nous, c'est 300 000 ans. Donc, l'homme a comme toute une histoire, là. Puis, les grottes de Lascaux, il y en a d'autres déjà dans le monde, là. Là, je suis allée à Lascaux, mais il y a comme, je pense, une centaine de milliers de sites là, où il y a ces arts-là qui sont représentés dans les grottes. De manière assez semblable. Oui, il y a comme vraiment une unité. C'est comme toujours des animaux. L'homme est très peu représenté. Ça, c'est un aspect que je trouve intéressant. C'est que, dans le fond, la représentation des animaux est assez détaillée. Ils utilisent même des techniques super précises, des pochoirs, des pinceaux. On voit que c'est pas des amateurs qui dessinent ça. Donc, la connaissance de l'art est assez donnée à des personnes qui ont des talents. Puis l'homme est représenté de manière plus floue, moins précise. Donc, on peut voir que dans toutes ces grottes-là, c'est un peu le même type d'animaux qui sont représentés. Puis les plus vieilles, je pense que ça date de peut-être moins 40 000 ans. Là. Comme Chauvet, qui est une grotte en France qui a été découverte dans les années 94, je pense. C'est ça, c'est aussi le même type qu'on voit là, de peinture ou de dessin. Alors, puis là, je reviens sur la sépulture. Pardon, on passe d'un sujet à l'autre avec des sujets aussi vastes. C'est ça, la sépulture, c'est
Je pense que c'est à peu près vers moins 100 000 ans là, qu'on commence à observer. Il y a la découverte en Israël, à Skul, où ils voyaient vraiment des squelettes, en fait, positionnés en position peut-être fétale ou en tout cas repliés sur lui-même. Puis à peu près une petite famille avec des enfants. Puis on voit que parfois, ils sont enduits d'ocre rouge. Fait qu'on peut déjà voir qu'on voulait signifier quelque chose avec cette couleur-là. Tu sais, soit que ça représente le sang, la vie. Puis on veut comme... En fait, ça dit qu'il y a une croyance, en fait, en la vie après la mort, qu'on veut qu'il y ait une transmission pour l'ancêtre, un passage qui se fasse bien parce qu'on met avec lui des objets. Donc, il y a déjà cette croyance-là. Fait qu'en ce sens-là, oui, on peut dire qu'il y a un vestige ou en tout cas un balbutiement de spiritualité chez l'homme. Puis, Par rapport à ça, je me demande aussi si ce genre de peinture-là est juste retrouvé dans des grottes. Puis, s'il y a une raison, disons, autre que, je sais pas, peut-être que ça se conserve mieux dans des grottes puis que c'est la seule raison, mais... Ils ont fait des dessins sur le sable aussi, mais les vagues les ont emportés. Ou sur des murailles de pierre, je sais pas, mais je sais pas s'il y a une raison comme spéciale pourquoi on en trouve autant que ça dans des grottes, justement. Nous, on n'en fait plus de dessins dans des grottes, mais tu sais, pourquoi... C'est encore drôle, il y a des graffitis là, au centre-ville, là, il y a des tunnels puis des grottes. Là, c'est vrai, t'as raison, c'est peut-être super naturel. Excuse-moi, je voulais pas défaire ton argument, mais... Mais c'est vrai que d'aller dans une grotte, je me disais, il y a quelque chose d'un peu intemporel. Tu sais, t'es comme en dehors du cycle du soleil. Tu sais, t'es toujours dans le noir, sous terre. Peut-être que c'est un monde des esprits. Bon, je sais pas, ça, c'est mon interprétation, mais il y a quelque chose dans une grotte où tu vas là avec ta lanterne. C'est un lieu un peu secret, caché, en dehors du changement. Donc, d'ailleurs, à Lascaux, on me disait que ça avait été fréquenté pendant 500 ans. Donc, c'est un lieu où on se retrouvait, qui est en dehors comme de la vie normale, où on va faire une activité qui n'est pas comme une activité de subsistance. Survie ou de subsistance, ouais, survie. C'est ça. Puis donc, est-ce qu'on fait de l'art pour l'art? Est-ce qu'on fait de l'art pour... C'est ça, soit se raconter des mythes, peut-être... qu'on se raconterait le récit de nos origines, qu'on voudrait transmettre aux enfants. Il y a eu des traces de pas aussi qui ont été retrouvées de jeunes enfants, donc on peut savoir qui venaient là. Est-ce que c'était comme un rite du passage à l'âge adulte? Bon, là, c'est sûr, j'évoque plein d'hypothèses en rafale, mais c'est des hypothèses qui sont avancées par certains chercheurs. Sarah Christine, en répondant à James tout à l'heure, tu parlais des représentations d'êtres humains, là, d'hommes, de femmes dans ces peintures-là rupestres. Est-ce que ça nous dit quelque chose de la place de l'homme dans la vision qu'ils ont du monde, dans leur cosmologie, ou je sais pas trop? Là. Ben oui, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut se dire que l'homme, maintenant, on le voit plus comme maître et possesseur de la nature. À cette époque-là, les êtres humains, c'était des petits groupes d'une vingtaine, d'une trentaine face à un monde immense d'animaux tout puissants. Puis eux, il y avait des tigres à grandes dents à cette époque-là? Ils ont fait une petite animation puis on voyait des lions. Fait que, après ça, bon, là, j'ai pas été vérifier l'information, mais on voyait que ça avait l'air d'être un monde... Nous, ici, on voit l'ours brun au Québec en allant en camping, puis on est dans notre voiture. Mais il n'y avait pas des dinosaures? Il n'y avait pas de dinosaures. C'était bien avant. C'est bien ça. essayé. Donc, le monde est représenté par des animaux en plus grande partie qu'il faut maîtriser, d'où on tient notre nourriture. Donc, ça peut pointer vers les religions plus chamaniques, là, qui est souvent la religion des chasseurs-cueilleurs, où on veut invoquer soit les esprits des animaux, ou que le chaman est en contact avec ces esprits-là. Puis d'ailleurs, dans la grotte, j'avais vu une représentation... d'un cheval, c'est ça, on voit les différents moments. C'est comme une histoire. On voit les différents moments de sa mort, puis on voit comme un petit peu sa tête qui est comme représentée plus pâle en noir, comme si c'est son âme qui quitte, en fait. Donc, il y avait déjà une représentation de la mort à ce moment-là. Donc, oui, l'homme se voit comme beaucoup plus une composante de la nature qu'en étant distant comme aujourd'hui, peut-être, où on a beaucoup plus maîtrisé, en fait. Ouais. Sarah Christine, tu nous parlais des grottes de Lascaux et de tout ce que ça représente, du mystère qui entoure ça. Il y a plein d'hypothèses, là, tu en as évoqué quelques-unes. Les scientifiques ne s'entendent pas tous là-dessus. La recherche demeure ouverte et merci de nous avoir tenus au courant de ça. Merci, Sarah Christine. Désolée de la déception. Ouais, et on a appris aussi que c'était pas une vraie grotte, que c'était en plastique. Bon, alors, je rappelle que tu es journaliste pour Le Verbe Média. On peut t'entendre régulièrement ici
invite à lire dans nos pages, entre autres dans le dernier numéro du Verbe. Oui. Alors, on fait une petite pause et tout de suite après, Jean-Philippe va nous faire un improbable inventaire technologique de la Bible. Mother, can you hear me? I'm alive. Brother, can you help me? I'm afraid. You know it's been a year since I have closed my eyes. I was having dreams I don't like. When all my friends are gone, tell me where will I be? Well, maybe there's a reason we don't change. And maybe there's an ocean in the way. And I know it gets hard for you to hide, but baby, we don't run from the light. When all my friends are gone, well, tell me where will I be? When all my friends are gone, well, tell me where will I be? Annie, is the water cold? Tell me it's a miracle. A fist fight in the middle of the street now. I've been trying to breathe through a broken nose. I know that you want to leave, but I'm still trying to find my code. Car crash in the blink of an eye now. Come on, baby, breathe. Screaming at your soul. Screaming at your soul. Will you meet me on the other side of the line? Heartbeat in a hurry now. How can I meet you on the other side of the line? When all my friends are gone, tell me where will I be? And when all my friends are gone. C'est toujours Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. C'était la chanson All My Friends du groupe Ruben and the Dark. C'est difficile d'imaginer deux univers plus distants l'un de l'autre que celui de la technologie, des technologies et l'univers des récits antiques de la Bible. Et pourtant, pour le blogueur Jean-Philippe Marceau, les liens sont non seulement nombreux, mais ils sont truffés d'un symbolisme étonnant. Il est avec nous. Salut Jean-Philippe. Salut Antoine. Alors, c'est probablement, je le disais en introduction tantôt, le sujet le plus intriguant jamais proposé par un chroniqueur dont n'est pas du monde. On a fait quasiment 300 émissions à date, James, donc tout près d'un millier de chroniques. Et c'est peut-être celui... Aujourd'hui, c'est la 285e. Ah, ben là, c'est ça. Alors, ça fait quand même plusieurs centaines de chroniques et c'est peut-être celle qui m'a le plus déstabilisé dans sa proposition à ce jour. Et alors, sans plus tarder, je te laisse la parole. Je soupçonne qu'on est autant surpris de parler de technologie dans la Bible parce qu'on vit dans un monde qui est maintenant tellement technologique qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit plus intuitivement comme la technologie. Parce qu'en fait, dès les débuts de la Bible, je pense qu'on peut voir la technologie apparaître dans les premiers chapitres de la Genèse, là, dès la chute, en fait. Parce que on a juste à contraster, je pense, ce qui se passe avant la chute où Adam et Ève sont nus. Puis ils n'ont pas besoin de travailler beaucoup, là. Il faut juste qu'ils s'occupent un peu du jardin. Donc, niveau zéro de technologie. Exact, vraiment absolument zéro. C'est après la chute, immédiatement après la chute, quand ils se rendent compte qu'ils sont nus, que là, ils vont faire la première technologie, c'est-à-dire de se créer des vêtements avec les figuiers. Puis ensuite, après,
quand Dieu va les expulser du jardin, va leur dire que maintenant le monde est hostile à vous, puis il leur crée des vêtements de peau pour se protéger du monde qui est maintenant rendu dangereux. Fait qu'on peut imaginer même les épines qui sont mentionnées dans la Genèse. Puis le monde est épineux, le monde est dangereux pour nous. On doit se protéger. Puis aujourd'hui, on ne voit plus vraiment l'événement comme la technologie, je pense, parce que justement, on vit dans tellement de technologie, mais aussi parce que on achète nos vêtements dans des magasins, puis ça a l'air d'être presque normal. Mais si on voit des usines qui fabriquent des vêtements, on verrait que c'est quelque chose de quand même technologique, là, de créer des vêtements. Je t'interromps tout de suite parce qu'il faut absolument définir ce que c'est que de la technologie. Si un bout de pagne est de la technologie, alors tout est de la technologie, Jean-Philippe. Il y a beaucoup de choses sur la technologie, effectivement. Je pense que la définition que je préfère, c'est de voir la technologie comme une extension de l'homme. Fait que, par exemple, des vêtements, mais c'est une extension de notre peau. C'est quelque chose qui protège notre peau. Mais ça peut être d'autres choses aussi, des outils pour fabriquer des choses qui sont des extensions de la main. Ça peut être une ville qui est une extension encore des vêtements, mais rendue comme à l'échelle sociale. Puis une fois qu'on remarque ça, on peut voir qu'il y a plein de technologies dans la Bible. Des fois, c'est plus explicite que d'autres. Quand, par exemple, Noé construit une arche, ben là, il y a un menuisier qui construit quelque chose, qui a un objet matériel quand même complexe à réaliser, qui est de la technologie pour l'époque. Quand on arrive à Rome aussi, c'est encore plus intense, qui est un empire technologique. On n'y pense plus trop aujourd'hui parce que on vit dans un monde tellement plus technologique que Rome. Mais le niveau de vie que les gens avaient à Rome, c'était comparable à ce qu'on a retrouvé juste en Angleterre en 1750. Il y avait beaucoup de techniques au niveau de l'architecture, au niveau des... L'agriculture aussi. Oui, l'agriculture. Même juste l'organisation bureaucratique. Ou les techniques de comment former des soldats, etc. Il y avait beaucoup de techniques très pointues, beaucoup d'abstractions pour produire des choses matérielles qu'on trouvait dans l'Empire romain. Puis, on peut voir que, justement, cette arche-là, j'ai parlé de la Genèse avec les vêtements de peau, puis ça va culminer jusqu'à Rome, justement, avec l'histoire de Jésus dans l'incarnation, puis à la toute fin, avec la Jérusalem céleste. Fait que, je vais donner juste quelques histoires, mais une fois qu'on a cette clé-là, de comprendre que, OK, aujourd'hui, on vit dans un monde tellement technologique qu'il faut se remettre dans la peau de quelqu'un, mettons, il y a 300 ans, là, pour comprendre, OK, c'est quoi la technologie pour d'autres époques. Puis, une fois qu'on a ça, on voit qu'il y en a plein dans la Bible. Là, j'ai choisi quelques histoires plus typiques qui montrent bien, je pense, l'arche globale, puis qui permettent de comprendre comment la technologie est vue de façon assez riche dans la Bible. De prime abord, surtout avec ce que je viens de dire sur la Genèse, on pourrait penser que c'est juste négatif, la technologie, parce que ça apparaît comme une conséquence de la chute. C'est parce que le monde est rendu hostile, il faut qu'on se protège de ce monde hostile-là. Puis ensuite, ça va pas vraiment mieux parce que, OK, Caïn et Abel, il y a une histoire qui va lier encore plus à la technologie parce que, au début, c'est juste Adam et Ève, dans un monde hostile, ils doivent se protéger avec des vêtements. Ensuite, une fois que Caïn va tuer Abel, Caïn est exilé encore plus loin. Fait qu'on peut imaginer qu'Adam et Ève, il y avait un monde maintenant épineux après la chute. Lui, Caïn, c'est pire. Une fois qu'il est exilé, qu'il est un vagabond sur la terre, maintenant, il peut juste menacer par la nature, il est menacé par des gens, des groupes. C'est un vagabond, il peut être attaqué par n'importe qui. Fait qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer la première ville. Fait que, ça, on l'oublie, mais la première ville dans la Bible, ça vient de Caïn. C'est un des descendants de Caïn qui va faire les premiers outils de fer. Puis il y a même de la littérature autour de ça, comme le livre d'Enoch qui parle des descendants de Caïn comme créant aussi les premières technologies de guerre, même le maquillage, un autre genre de technologie là, pour augmenter ce qu'on est nous-mêmes. Donc, si on regarde juste ça, ça a l'air d'être assez négatif. Puis je pense qu'il faut être comme honnête sur le lien qu'il y a entre l'éloignement de Dieu puis la technologie. C'est-à-dire que quand on s'éloigne de Dieu, on a besoin de plus de technologie pour survivre. Puis aussi, il y a tendance à avoir un emballement parce qu'on s'éloigne de Dieu, on utilise la technologie pour se protéger. Une spirale. Peut-être c'est ça. On le fait peut-être mal, fait que là, ça empire. Puis là, jusqu'au déluge. C'est ça, exactement. À un moment donné, il arrive le déluge. Mais là, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit la possibilité qu'il y a dans la technologie de faire quelque chose qui n'est pas juste négatif. Parce que Noé, comme je l'ai mentionné tantôt, va créer une arche. Ça, c'est une occupation très technologique. Un charpentier, c'est pas facile de faire un bateau. Ça a été très long avant qu'on réussisse à faire des bateaux. Puis Noé, lui, a réussi à le faire. Fait que là, ce qu'on peut voir dans la Genèse, c'est qu'il y a comme le problème qui est mentionné. Il y a un lien entre la technologie et l'éloignement de Dieu. Mais en même temps, on voit qu'il y a un début de piste de solution à quelque chose à faire. Il y a quelque chose de positif avec Noé. Mais ça ne va pas encore complètement régler le problème. Parce qu'il y a quand même le déluge, puis le monde recommence après Noé, mais il n'a pas réussi à sauver ce qu'il y avait là pour l'instant. C'est quelque chose que juste Jésus va réussir à faire à la toute fin. Mais pour se rendre là, c'est utile de parler de Moïse comme une histoire intermédiaire. Puis il y en a plusieurs histoires intermédiaires entre la Genèse et
les évangiles, mais reste que on peut en prendre une qui est bonne, je pense, c'est celle de Moïse. Qui révèle pas tout, mais qui préfigure évidemment Exact. la figure christique. Comme beaucoup de thèmes dans la Bible, on peut voir qu'il y a un problème qui est posé dans la Genèse. Mhm. Après ça, dans la Bible, tu vois plein de différentes histoires qui vont traiter différents aspects des problèmes, puis à la fin, ils sont tous résolus dans l'incarnation. Fait que dans le cas, par exemple, de technologie, c'est très, très utile de voir ce qui se passe avec Moïse, je pense, parce que Moïse, lui, on voit qu'il doit retourner dans le jardin pour être en contact avec Dieu. Là, ça a l'air bizarre un peu dit comme ça, mais il y a plusieurs épisodes dans la vie de Moïse où il va monter une montagne pour ultimement être en contact avec Dieu. Puis là, ce qu'il doit faire pour vraiment être en contact avec Dieu, c'est être très ascétique, y compris retirer toutes les couches de technologie qui le séparent de Dieu. J'ai dit plutôt que la technologie, c'est quelque chose qui est apparu suite à un éloignement de Dieu. Mais pour se rapprocher, il va falloir enlever les couches de technologie aussi. Fait que Moïse, Saint Grégoire de Nice l'explique très bien dans son livre sur la vie de Moïse. Quand Moïse voit le buisson ardent, Dieu lui dit de retirer ses chaussures. Moïse voit, selon Saint Grégoire de Nice, ce qui se passe, c'est Moïse qui retire les vêtements de peau que Adam et Ève avaient reçus de la part de Dieu. Puis, on peut même le voir très concrètement. Là, la terre est épineuse, elle est pleine de roches hostiles à l'homme. Ben, on doit mettre des sandales, des vêtements de peau pour se protéger les pieds. Ben, Moïse doit arracher ça pour se rapprocher de Dieu, pour remonter dans l'état du jardin. C'est pour ça que David aussi danse en bobette devant l'Arche d'Alliance. En bobette, t'es généreux, il paraît qu'il y a moins que ça. Ah bon, ça peut. Puis, Moïse va faire quelque chose comme ça à quelques répétitions, de monter sur la montagne pour essayer de se rapprocher de Dieu. Puis il n'y a pas juste retirer la technologie, il doit aussi jeûner, il doit aussi comme être le seul qui monte. Mais là, il se passe un retournement vraiment fascinant. Puis Saint Grégoire de Nice, justement, il prend le temps pour l'expliquer parce que c'est un peu choquant. T'sais, après avoir passé tellement de temps pour être ascétique, pour enlever l'événement de peau, Moïse, ce qu'il reçoit une fois qu'il est rendu en contact avec Dieu, dans une de ses rencontres, c'est les plans du tabernacle. Oui, à un moment donné, il reçoit des plans de vêtements. Qui est de la technologie. C'est ça. Et c'est drôle, tu viens de retourner dans le jardin où tu n'as plus besoin de technologie, puis là, Dieu te donne des plans pour faire d'autres technologies. Un gros manuel Ikea là, de plusieurs pages. Là. Exact. Ouais. Mais on commence à voir la clé quand même là-dedans. Puis même, Saint Grégoire de Nice va très loin. Il dit ce que Moïse a vu ultimement quand il était sur la montagne, c'était l'incarnation. Il a vu comment Dieu descend dans un monde, y compris dans un monde technologique, pour le sauver. Parce qu'une autre façon de voir ce qui s'est passé avec... En fait, ça éclaire ce qui s'est passé avec Noé, c'est que dans un monde qui est maintenant tellement technologique, qui est éloigné de Dieu, si quelqu'un réussit à rester connecté à Dieu, bien, il peut être un genre d'encre, un genre de connexion qui préserve Dieu dans un monde qui est éloigné de Dieu. L'arche. Il peut être l'arche. L'arche de l'Alliance ou l'arche de... Exact. C'est exactement ça que Moïse va faire. Il redescend la montagne dans un monde très concret, très matériel, où les gens vivent dans la technologie. Puis lui, ce qu'il fait, ben, il va construire un bâtiment. Il va faire construire un bâtiment où les gens vont pouvoir avoir une connexion avec Dieu sans monter la montagne aussi loin que Moïse, lui, l'a fait. On pourrait dire qu'il divinise la technologie. Exact. C'est une autre façon de voir ce qui se passe. Et Moïse, comme en montant la montagne, il n'est pas censé juste rester là isolé, il est censé monter le monde avec lui, recommencer le monde, faire une genre d'arche comme Noé a fait. Le char de feu de Élie, c'est... Oui, il y a quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose là-dedans aussi. Puis, ultimement, c'est vraiment dans l'histoire de l'incarnation que ça va le plus loin parce que on peut voir ça sous plusieurs aspects déjà. Comme je l'ai mentionné plus tôt, Rome, c'est un empire technologique. Il faut le voir comme ça. Puis c'est dans l'Empire romain, précisément dans Israël, mais qui est sous contrôle romain, que Jésus vient s'incarner. Fait que là, il faut imaginer Jésus qui débarque dans un empire technique. En plus de ça, Jésus, c'est un charpentier. Fait que c'est quelqu'un qui a une occupation technique, qui vient d'une famille technique. Et en grec, charpentier, c'est technon. Ouais. En plus, c'est un technologue, finalement. Wow. Puis pour aller encore plus loin, Rome, non seulement c'est un empire technologique, mais c'est aussi directement relié à Caïn. Parce que même dans le mythe fondateur de Rome lui-même, tu as quelque chose de très similaire à l'histoire de Caïn et Abel. Tu as Romulus et Rémus qui sont deux frères qui veulent fonder une ville. Ils ne s'entendent pas. Romulus tue Rémus, puis après ça, ils fondent la ville. Fait que la ville de Rome aussi s'est fondée sur un sacrifice. Fait que il y a vraiment un parallèle entre la Genèse avec Caïn et Abel et Rome, qui est l'empire technologique qui est relié à la distance de Dieu, justement, au péché de Caïn. Mais c'est là-dedans que Jésus arrive. Fait que, on voit qu'il y a quelque chose de spécial qui commence à se passer, mais il faut penser à Noé qui est dans un monde prédéluvien. Il faut penser à Moïse aussi qui va construire le tabernacle. Ben, Jésus vient dans un monde profondément technologique qui est très éloigné de Dieu. Puis, ce que Jésus va faire, c'est à la fois monter la montagne comme Moïse, retourner dans le jardin, en même temps qu'il va construire l'arche et le tabernacle. Fait que ça, on peut voir vraiment les deux mouvements, puis c'est complètement
c'est complètement du génie, là, si on prend le temps de regarder ça. C'est Dieu après tout, mais c'est vraiment incroyable quand on regarde l'histoire parce que tu vois vraiment Jésus qui réussit à faire absolument les deux en même temps. Tu peux voir même des étapes directes là, que tu peux tracer dans les évangiles où donc, Jésus va passer à côté de l'arbre qui donne pas de figues. Il va maudire le figuier. Mais le figuier, c'est l'arbre avec lequel Adam et Ève ont fait la première technologie. Jésus va se faire une couronne avec les épines, qui sont une des punitions qu'il avait reçues en s'éloignant du jardin. Puis aussi, en plus, sur la croix, on ne le représente pas comme ça aujourd'hui, mais Jésus était nu sur la croix pendant la crucifixion. Puis il est seul aussi, comme Moïse au sommet de la montagne. Fait qu'il faut imaginer que Jésus, dans l'histoire de la crucifixion, il est en train de monter dans le jardin, comme Moïse monte sur la montagne. Puis en même temps, Jésus est en train de faire quelque chose de très technique. En même temps qu'il est le plus grand ascétique de tous, il est aussi le plus grand technicien parce qu'il a réussi à orchestrer une histoire incroyable où il a fini par attirer toute la technologie de Rome de son côté. Il a fait une histoire, en apprenant la charpenterie, en apprenant toutes les histoires, en apprenant la culture romaine, en apprenant toutes les techniques culturelles, etc. Il a réussi à faire des histoires, raconter des paraboles, faire des choses qui allaient parler à l'empire technologique romain. Il a même construit la croix d'une certaine façon, pas en le faisant lui-même, mais en orchestrant tout ce qui s'est passé. Il a réussi à créer l'arche qui peut même voir sa croix comme l'arche que Noé a construite, ou comme le tabernacle que Moïse a construit. Qui porte aussi Dieu lui-même. C'est ça. Puis, fait que tu peux voir que Jésus, en même temps qu'il remonte dans le jardin, qui est l'ascétique suprême, c'est aussi le technicien qui construit l'arche qui va recréer le monde, qui construit le tabernacle où tout le monde va être aspiré vers Dieu. Puis c'est vraiment ça qui s'est passé dans Rome très concrètement. C'est pas juste de la théologie très abstraite, là. Tu peux voir dans l'histoire de Rome, ça a pris 3-4 siècles après la mort de Jésus, mais reste que, éventuellement, Rome s'est totalement convertie sous l'empereur Constantin. Puis, après ça, toute la technologie romaine a été tournée au service de l'Église. C'est devenu le corps du Christ. Les routes, entre autres, pour l'évangélisation. Oui, la technique bureaucratique aussi, les églises, l'architecture, plein de techniques romaines. Puis Jésus ne tue pas personne pour faire une ville, mais il va se laisser tuer lui-même pour créer la Jérusalem céleste. Exact. Ça, c'est absolument incroyable parce qu'il réussit à se faire tuer comme Abel, en même temps qu'il construit quelque chose comme Caïn. Tu peux voir comme Jésus vient... Tout réconcilier. Je suis le temple. Ouais. Puis ça, ce qui vient de se passer à Rome, comme James vient de le mentionner, ça se passe avec la Jérusalem céleste à l'échelle cosmique, où ce qui s'est passé dans Rome, c'est-à-dire que la volonté de Dieu est faite jusque dans la technologie, ça va se passer à l'échelle cosmique aussi avec la Jérusalem céleste. C'est plus juste le jardin, ce qu'on voit à la fin de la Bible, c'est un jardin entouré d'une ville technologique, avec toutes les richesses du monde. Fait que tu as l'idée que toute la technologie qu'on a aujourd'hui, qui est très chaotique, qui a l'air d'être proche du déluge souvent, ultimement, d'une certaine façon, qui est mystérieuse, que je comprends pas plus que je comprends l'incarnation, ça va être tout ramené autour de l'agneau immolé, autour du sacrifice de Jésus, qui est le grand ascétique et le grand technicien en même temps. C'est complètement fascinant. Merci beaucoup, Jean-Philippe Marceau. On va pouvoir te lire là-dessus. En fait, c'est déjà en ligne là, au moment où on se parle. Un texte sur les technologies et la Bible. Et j'ai déjà hâte à la prochaine visite de notre blogueur. Ici, à On n'est pas du monde. Jean-Philippe Marceau, je rappelle que tu contribues au blog de Symbolic World et on peut t'entendre à peu près à tous les mois à On n'est pas du monde. À très bientôt. À bientôt. C'est déjà tout pour cette semaine, mais avant de se laisser, James, une suggestion. J'ai vu récemment le film Man of God, l'homme de Dieu, sur la vie de Saint Nectaire, un saint qui est vénéré dans l'Église orthodoxe surtout. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un film comme ça qui m'avait donné envie de me convertir et de prier. Il est disponible sur YouTube ou Apple TV pour location ou achat. Fait que je vous invite vraiment à l'écouter, c'est vraiment édifiant. Man of God, l'homme de Dieu. Ouais. Merci. J'ai pleuré tout le long. Oh, Sarah! Alors, à voir, assurément. Merci pour la suggestion. Sarah-Christine, ma suggestion, c'est pour voir plusieurs films. C'est une salle de cinéma qui va voir le jour à Québec à l'automne. Donc, ça fait un peu moins pour les gens de Montréal, mais quand même, c'est une salle où on va diffuser hebdomadairement, de manière hebdomadaire, des films plus indépendants, des nouveautés. Puis, il y a peut-être 70 sièges. Donc, ça va être intime, convivial. C'est dans le complexe Méduse à Québec. C'est piloté... le projet a vu le jour grâce à Antitube. Puis, ça s'appelle Circuit Beaumont. Peut-être ton prochain film va être présenté là?
Ah. Oh! Qui sait? C'est juste une invitation, il n'y a pas de scoop. Et merci Sarah-Christine. Jean-Philippe, tu as une suggestion pour nous? Oui, exact. Une suggestion au niveau de la culture architecturale. C'est un architecte dont j'ai entendu parler récemment qui s'appelle Christopher Alexander, qui a écrit quelques livres puis il a construit quelques bâtiments, maisons, etc. Des étudiants qui ont fait des choses comme ça aussi. Où c'est intéressant parce que contrairement à beaucoup de gens qui vont vers l'architecture très, disons, rigide, efficace, etc., qui est un peu déshumanisante, il a essayé d'étudier des versions plus humaines, on peut dire, plus naturelles de construire les choses. Puis ça donne souvent des résultats intéressants. Puis j'espère que ça va aller loin, ces affaires. Ça va faire des petits Christopher Alexander, architecte, à découvrir. Merci Jean-Philippe Marceau. Merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission dont n'est pas du monde. Pour tous les détails, vous pouvez visiter leverbe.com/radio. Je remercie la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier.